Dans ma famille, c'est très 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 ritualisé. C'est vraiment un passage important dans la vie d'une femme. Ce passage de préadolescente à jeune femme, c'est pas la chouma, c'est pas la honte, c'est pas va te cacher ma pauvre fille. C'est célébrer, tu rentres dans le monde des femmes. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe. Bon matin nos auditeurs et auditrices. Karima Chadibaou est avec nous comme tous les mercredis. Karima, je rappelle que vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Nous avons avec nous Mona qui est avec nous, animatrice de la matinale aux côtés de Kim tous les matins sur Beurre FM 6h 9h. Ça va Mona? Oui, ça va très bien, ça va. Bien, merci d'être avec nous, d'être resté avec nous puisque nous allons aborder un sujet important ce matin. Vous le savez, dans cette émission, il n'y a pas de tabou. Nous allons parler des lunes avec notre invitée qui s'appelle Mélanie Mello. Bonjour Mélanie. Alors Mélanie, vous êtes un peu loin. Est-ce que vous êtes là Mélanie? Alors, vous m'entendez? Ah voilà, c'est merveilleux. Vous êtes au téléphone parce que vous n'êtes pas sur Paris. Mélanie, vous êtes réalisatrice de documentaires. Oui. Vous êtes photographe, vous êtes formée à l'ethnographie et vous êtes là pour nous parler de Première Lune. Alors d'abord, Première Lune, c'est un projet de film documentaire que vous avez réalisé sur les célébrations des premières règles dans le monde et qui s'inscrit dans ce que vous appelez un coming out menstruel. Vous dites que subitement, les règles sont devenues un sujet. Il y en a eu partout. Il y a eu des livres, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses sur les règles. Mais vous trouviez qu'il manquait quelque chose. Qu'est-ce qu'il manquait, Mélanie? Oui, en effet, je trouvais qu'on parlait des règles de manière de plus en plus libérée, mais on parle pas souvent des premières règles et de l'importance en fait que représente ce passage. Parce qu'on souvent c'est avec justement ce premier rapport à nos menstruations en fait qu'on a l'apprentissage de comment on devient femme, de ce qui se passe ensuite. Et je trouvais qu'il manquait de la transmission par rapport au sujet des premières règles par rapport à la puberté particulièrement. Voilà, et ça fait partie de l'éducation. Alors conjointement à l'écriture de votre film, vous avez fait des recherches anthropologiques. Vous êtes retourné à la faculté pour un petit peu voir comment ça se passait. Oui, j'ai fait une université en ligne avec l'université Laval en fait. J'ai entamé un certificat en fait d'études autochtones pour essayer de me renseigner justement sur la sexualité dans les différentes cultures. Et donc à travers cette unité-là que j'ai travaillé, j'ai découvert qu'en fait il y avait pas mal de rituels de passage pour les garçons au moment de la puberté dans différents peuples autochtones, mais notamment chez les filles, où justement il y a pas mal aussi de peuples qui célèbrent aussi ce passage de la puberté chez la fille. Et il y a des rituels de passage qui sont créés aussi par rapport à ce moment-là en fait. Voilà, et qui existent toujours aujourd'hui en 2023, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et on les retrouve dans un livre que vous venez de publier, qui s'appelle « Les premières lunes de ma fille », célébrer ses premières règles et nouer un dialogue libre aux éditions Jouvence. Pourquoi est-ce que vous employez le mot « lune » En fait, c'est en référence avec un Amérindien que j'ai rencontré, que je retrouve demain d'ailleurs à Camembert, qui s'appelle Dominique Ranquin et qui m'expliquait qu'en fait, on utilise le mot « lune » chez les peuples autochtones du Canada, tout simplement pour rappeler l'aspect mensuel, cyclique de la femme qui fonctionne comme la lune avec les 4 phases du cycle. Voilà. Mais sans qu'aujourd'hui un lien soit fait sur la synchronisation entre la lunaison et le cycle, parce que il y a beaucoup de croyances autour de cette thématique. Alors exactement. En fait, il y a des croyances populaires sur la synchronicité entre le cycle lunaire et le cycle féminin, comme il y a aussi les mêmes remarques qui ont été faites par rapport à la naissance des enfants plutôt à la pleine lune ou plutôt à la nouvelle lune. Cependant, les études qui ont été faites sur des femmes qui sont très peu exposées à la lumière du jour et à la lumière de la lune. Et les études qui ont été aussi un peu controversées par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes seraient plutôt synchronisées avec... le cycle menstruel serait plutôt synchronisé avec le cycle lunaire pour des femmes qui vivent beaucoup plus à l'extérieur. Il y a une autre idée reçue que vous combattez dans votre livre, cette idée que des femmes qui vivent ensemble, au bout d'un moment, synchronisent leur cycle. On l'a beaucoup dit, des femmes qui vivent en prison, des femmes, des religieuses aussi.
Et ça, c'est une idée reçue. Alors ça, c'est pareil en fait. Il y a des études qui qui vont dans un sens et qui se contredisent. Moi, d'une expérience personnelle avec ma mère et ma sœur, on avait très régulièrement nos menstruations en même temps à 2-3 jours d'intervalle. Et au jour d'aujourd'hui, je suis calée sur le même cycle que ma fille. Donc en fait, c'est d'un point de vue scientifique, ça n'est pas encore prouvé. Ça reste, ça a été classé dans les croyances populaires, mais on n'a pas encore d'études scientifiques qui va dans ce sens-là en tout cas. Est-ce que vous avez un souvenir précis de vos premières règles, Karima ? Oui, alors moi je suis de culture marocaine et de culture arabo-musulmane et donc dans ma famille c'est très 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 ritualisé. Et c'est vraiment un passage important dans la vie d'une femme. Et de ce passage de jeune adolescente, de préadolescente à jeune femme. Donc nous, il y a eu, je me souviens encore, et je l'ai perpétré, ou c'est comme ça qu'on dit, je sais plus. C'est-à-dire que vous avez continué la tradition. J'ai continué la tradition, oui, avec mes deux filles. Donc j'ai 2 filles. Et donc, j'attendais ce jour avec tellement d'impatience. J'ai 2 grandes sœurs avant moi et je les ai vues. J'ai vu ma mère, ce qu'elle a fait avec elles. Donc, ça a été la cérémonie. Elles se sont habillées avec un caftan, une robe en soie, avec plein de broderies. Elles ont mis des bijoux. Maman leur a mis des bijoux. Elle leur a mis du kohl, le kohl en arabe. Le kohl, donc le crayon dans les yeux, c'est vraiment, ça fait partie dans notre culture de la parure de la femme, comme on dit chez nous, voilà. Et donc de mettre du kohl dans les yeux, pour moi, c'était waouh, je vais avoir droit à mettre du kohl dans les yeux, je vais avoir ce regard de biche, ce magnifique regard et tout ça. Que donc, vous avez toujours d'ailleurs. Depuis, le kohl n'a pas quitté mes yeux en fait. Donc du kohl, du noir dans les yeux et donc cette robe, donc un vêtement spécial, mettre du kohl dans les yeux et boire de l'eau avec du safran, de cette feuille, ce filament de safran. Et ma mère, quand elle l'a bu, elle me dit tu vas le boire doucement et tu vas avec cette intention de ce safran, il va pénétrer dans ton corps et il va en fait comme elle me l'a dit, elle m'a dit il va purifier ton sang. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Et de manière à ce que toujours ton visage soit lumineux. Et elle m'a dit tout ça. Et puis ce jour-là, je suis assise sur un trône et je suis la reine de la journée. Tout le monde sait à la maison que j'ai eu mes règles. Mon père le savait, mes frères le savaient. C'est pas la chouma. C'est pas la chouma, c'est pas la honte, c'est pas va te cacher ma pauvre fille. Ça y est, tu as célébré. C'est célébré. Ouais. Tu rentres dans le monde des femmes. Ah ouais. Et pour moi, ça a été quelque chose c'est-à-dire quelque chose qui vient balayer cette honte qu'on voit dans le traitement des femmes tu as tes règles, va te cacher. C'est sale. C'est sale. Tu es impur. Tu es, oh là là, mon Dieu, ça y est, ça veut dire que tu peux un jour revenir avec un bébé, un ventre rond si tu ne fais pas, tu te maries pas, ou si tu fréquentes, ou si ceci. C'est-à-dire toutes ces croyances et toutes ces peurs, en fait, irrationnelles, qui vont guider. Donc là, il y a vraiment un passage. Et je me suis sentie rentrer dans le monde des femmes. J'ai le droit de siéger aux côtés de ma mère, ma grand-mère, mes tantes, et d'écouter leurs discussions. Moi, c'était ça, en fait. Commère, là. Un peu commère. Déjà. Voilà. Alors, je pense que je vais filmer, interviewer Karima. Avec plaisir. Mais alors, pour vos filles, ça a été le même cérémonial ou ça a été atténué et moins... Ça a été un peu atténué parce que quand c'est arrivé, parce que on va en parler, ça arrive jamais quand on s'y attend. Même si on l'a préparé, on a beaucoup discuté, on a montré les protections, comment ça se met, comment ça se passe, les différents choix. Moi, je vais partager encore moi je viens d'une famille où on mettait pas en fait les protections hygiéniques, les serviettes qu'on met, mais on mettait en fait un tissu en coton qu'on lavait et qu'il y avait vraiment tout ce travail là et puis je sais pas comment je peux l'appeler, cet investissement même psychique qui dit voilà, ça m'appartient, c'est à moi et je redonne à la terre en fait en lavant ce tissu. Je prends ma protection, je la mets dans un truc et je la mets dans la poubelle. Il y a quand même cette idée de responsabilité de qu'est-ce que je fais aussi de ce sang. D'accord ? Et moi j'ai grandi avec et jusqu'à aujourd'hui je me disais avec mes filles j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc
Avec mes filles, ça n'a pas été comme ça. Parce que quand elles les ont eues, on était en extérieur. Elles avaient déjà leur pochette spéciale dans le sac avec elles et pour éviter les accidents, comme on dit, hein, et éviter la honte en fait devant tout le monde, les camarades, quand ça arrive et qu'on a le pantalon qui est taché ou pas savoir ce qui se passe, c'est terrible ça. Hein. Et donc il y a eu toute cette préparation, mais le rituel avec on l'a fait un peu plus tard. Et puis ma deuxième fille, elle les a eues. Moi, j'étais pas à la maison quand c'est arrivé. Elle était avec son papa. On peut parler des âges, à peu près. Vous les avez eu à quel âge? Moi, je les ai eus à 14 ans. D'accord. Et vos filles? Et mes filles, 11 et 12 ans. Ah oui, vous voyez, déjà, déjà, ça change beaucoup, oui, hein, oui, 3 ans. Oui. Alors, Mona, toi, tu as été beaucoup plus traumatisée par l'arrivée de tes premières lunes. Oui, non, moi, c'était vraiment un traumatisme, mais horrible. Bon, je les ai eus déjà très jeunes. Quand j'étais petite, je savais. Quand tu dis très jeune, c'est pareil. Je venais d'avoir 11 ans. Ah ouais. Donc je venais tout juste d'avoir 11 ans. 6e, donc voilà. Tu rentres en 6e. Je venais d'arriver en 6e et j'avais déjà entendu parler des règles. Et c'est vrai que pour moi aussi, ça avait toute cette symbolique de ça y est, tu deviens une femme, t'es grande, etc. Et en fait, je m'étais pas dit que j'avais hâte. C'était pas un sujet pour l'instant. Pour moi, ça allait pas m'arriver tout de suite. Et j'étais en extérieur quand ça m'est arrivé, je ne savais pas que c'était des règles. Je m'étais dit que peut-être que c'était des règles, parce que ça c'est important aussi de le mentionner. Les règles d'une jeune fille quand ça vient d'arriver, ça ne ressemble pas du tout aux règles actuelles qu'on a en tant que femme. Exactement. C'est pas forcément rouge, c'est plutôt même marron, même la texture est différente. Donc bref, ça ne ressemble pas du tout aux règles qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup, j'étais pas sûre à 100% que c'était des règles. Donc quand je suis rentrée chez moi, je les ai montrées à ma maman et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que c'est des règles? Et ma maman, du coup, s'est rendu compte que c'était des règles et elle aussi a été la première surprise, sachant qu'en plus je suis la dernière de la famille. Donc le petit bébé. Voilà, c'est ça. Donc son petit bébé a ses règles et ça a été aussi un traumatisme pour ma maman qui était très énervée, qui m'a crié dessus. Donc comme déjà c'est un trauma pour moi, derrière tu rajoutes celui de ma maman qui est assez surprise et choquée de ce qui est en train de se passer. Donc j'étais pas du tout à l'aise. Je pensais pas du tout que j'allais les vivre comme ça. T'étais pas préparée en fait. J'étais pas du tout préparée. Le lendemain, quand je suis retournée à l'école, j'avais tout le temps envie de sortir des cours. Je ne pensais qu'à ça. Je me disais tout le temps, dès que je sentais quelque chose couler, je voulais directement aller aux toilettes changer. J'avais ramené au moins 2 paquets de serviettes hygiéniques avec moi pour changer tout le temps. J'étais pas du tout préparée et au final, j'avais l'impression que c'était venu un peu gâcher ma vie. Je l'ai pas du tout ressenti comme quelque chose de génial ou d'incroyable. C'était même l'inverse. Je n'étais pas bien et j'avais l'impression que ça avait vraiment changé totalement ma vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, je les ai, ok, très bien, super, je m'en fous. Mais avant, quand j'étais jeune, non, je l'avais très très mal vécu ce jour-là. Ouais. Alors, d'où l'importance de la préparation de ce moment et de la transmission. Vous, Mélanie, vous racontez dans votre livre que vous étiez en 5e. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas trop si vous étiez un garçon ou une fille, en fait. Non, en fait, c'est surtout parce que j'avais un comportement très nature, très sauvage, et c'est vrai que c'était pas très important pour moi d'être une fille ou un garçon à cette époque-là. En tout cas, jusqu'à l'entrée en 6e, et puis après, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai eu une attirance pour un garçon en 5e qui me plaisait bien. Et je crois que j'ai eu l'impression en tout cas que ça a été ce qui a déclenché. Alors, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est le changement hormonal qui a créé du désir, c'est facile, en 5e, c'est un peu grossier de dire ça, mais qui a créé cette attirance-là vers ce garçon-là et s'en est suivi mes règles? Ou est-ce que c'est dans le sens inverse? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas un souvenir incroyable de mes premières règles. Je pense que j'ai fait un peu un déni par rapport à ça parce que j'étais pas du tout prête déjà dans ma tête. Moi, je passais énormément de temps dehors. J'étais beaucoup avec les animaux. En fait, j'ai toujours été très proche des animaux. Et c'est vrai que le côté corps en puberté, ça me débectait complètement. C'était vraiment une période qui était difficile pour moi et je pense que les règles, j'en ai fait un peu un déni parce que ça renvoyait encore à ce corps-là qui changeait, la poitrine qui poussait. Moi, dans ma tête, j'étais encore une petite fille, même si je faisais déjà 1m72 à cette époque-là. J'étais pas prête à accueillir un corps de femme. Enfin, j'étais encore une enfant, c'était vraiment ça. Oui. Et aujourd'hui, dans les nouvelles générations, on voit de plus en plus de petites filles qui ont leur première menstruation tôt, 9 ans, 10 ans, et qui sont vraiment des petites filles pour le coup. Hein. Oui. Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le côté environnemental
perturbateurs endocriniens. Et après, il y a aussi pas mal, pour moi en tout cas, il y a l'aspect médiatique, l'hypersexualisation de la femme dans les médias, etc. Oui. Et l'accès aux médias, aux vidéos, et je pense qu'en fait ça influence le corps, la puberté. Voilà, l'accessibilité pour moi à tous ces supports-là et l'hypersexualisation en fait, en tout cas, qu'il y a dans toutes les vidéos, pour moi, ça a un impact en tout cas sur l'enfant, plus les perturbateurs endocriniens. Voilà. Après, il faut savoir aussi que dans certaines cultures, les règles arrivent beaucoup plus jeunes, comme par exemple au Rwanda. J'ai fait quelques recherches par rapport au Rwanda, et là-bas, il y a quand même une culture de la sexualité qui est complètement ouverte, voire exacerbée. On parle beaucoup de sexualité, et les jeunes filles ont leurs règles entre 9 et 11 ans. Donc c'est très très tôt, mais je pense qu'il y a l'impact, environnemental, il y a l'impact culturel, il y a l'impact médiatique, la société, etc., etc., et surtout aussi l'impact santé avec pas mal d'éléments en tout cas qui viennent perturber nos hormones. Qu'on ne pouvait pas forcément retrouver dans les anciennes générations, je pense. Nous parlons des premières règles ce matin avec Karima Chedibaou et notre invitée Mélanie Mello, qui est réalisatrice. D'ailleurs, vous avez fait un réalisatrice sur les premières lunes, qui peut être un outil pédagogique pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Et vous publiez un livre qui s'appelle « Les premières lunes de ma fille, célébrer ses premières règles et nouer un dialogue » aux éditions Jouvence. D'où le tabou qui entoure les règles. Les règles vient-il? Comment est-ce qu'il s'est construit, Mélanie? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Oh là, c'est complexe. C'est complexe de remonter par rapport à ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors c'est vrai que moi, ce que je connais en fait est lié à ce que j'ai étudié. Je sais que 3000 ans avant en fait Jésus-Christ en France, il y avait les druides en tout cas qui s'enduisaient de sang menstruel mélangé de l'argile en pensant qu'ils allaient capter les pouvoirs intuitifs des femmes. Donc il y avait quand même une forme en fait d'attirance mystérieuse pour le sang menstruel qui est évacué du corps des femmes. C'était pas forcément tabou. Et puis après, au Moyen-Âge, toujours pareil en fait en France, on faisait quand même passer les femmes circuler dans les champs des plantations, les femmes avec leur menstruation, en pensant que ça allait éradiquer tous les parasites. Donc c'est quand même assez rigolo toutes ces constructions qu'il y a pu y avoir autour du sang menstruel. Puis après, il y a eu d'autres croyances aussi qui ont circulé un peu plus tard sur les femmes qui ne menstruent plus, qui justement, en fait, la menstruation, elle a été vue aussi, elle est vue comme un moyen en fait de purifier les émotions de son corps, de rentrer dans un nouveau cycle, de refermer quelque chose pour ouvrir quelque chose. Et souvent, il y a aussi des tabous qui entourent les femmes qui rentrent dans la ménopause parce qu'elles ne menstruent plus, et souvent en fait elles ont été considérées pareil en fait au Moyen-Âge comme n'étant pas purifiées par leur sang, et elles garderaient en tout cas les émotions négatives, donc elles sont plutôt mal vues. Donc il y a tellement de croyances, il y a des croyances culturelles, il y a aussi des croyances qui sont reliées pas parce qu'on a été quand même biberonné au Disney, donc il y a aussi un peu cette partie-là, les contes, toutes les croyances populaires. Donc le tabou, en fait, il est plus ou moins présent selon les familles, selon les cultures. Chez les Shipibo d'Amazonie, par exemple, une femme qui croise un chasseur et qui a ses menstruations, elle se prend des cailloux sur la tête parce qu'on pense qu'elle va porter malheur lorsqu'elle croise un chasseur et que la chasse sera complètement anéantie. Enfin, après, l'origine exacte, je pense qu'elle est plutôt liée, de ce que je pense qu'elle est plutôt liée à un mystère qui entoure la femme par rapport à ces menstruations-là. Et aussi parce que il y a aussi des variations émotionnelles qui ont souvent été incomprises. Après, je suis pas historienne, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, c'est très complexe à démêler, en tout cas. Oui. Mais chez vous, c'était tabou, par exemple?
Non, chez moi, c'était absolument pas tabou. Non, nous, on en plaisantait beaucoup. On disait, elle a ses règles, c'est pour ça qu'elle pleure. Voilà, on se taquinait un peu là-dessus, mais c'était absolument pas tabou. Le tabou, c'est moi qui me le suis créé avec moi-même, en tout cas par rapport à l'inconfort de mon corps grandissant. Mais non, c'était pas tabou chez moi, en tout cas. D'accord. Et ce qu'on retrouve aussi beaucoup, qui est commun à la plupart des cultures, au-delà donc de le mystère, vraiment le mystère des femmes, le mystère de ce sang menstruel, de comment ça se passe, c'est parce que on a aussi déjà beaucoup d'idées préconçues sur ce que c'est que le sang, alors que on le disait tout à l'heure en dehors de l'émission avec Philippe, que c'est pas ce qui s'écoule, c'est l'endomètre en fait. C'est pas du sang. C'est pas du sang, c'est ce qui a été, c'est le nid en fait qui a été préparé. La destruction de l'endomètre. Voilà, absolument. Exactement. Et donc du coup, il y a déjà aussi beaucoup d'idées préconçues, donc vraiment revenir au basique, à la science, à ce qui se passe, à ce cycle qui est naturel et qui est pour enlever vraiment tous ces tabous et toutes ces choses et pour pouvoir vraiment le transmettre d'une manière la plus appropriée, la plus et la plus simple pour pas que ce soit une usine à gaz à expliquer. Et au-delà aussi de ça, il y a aussi, on va se l'avouer quand même, c'est quand même il y a quand même un rejet du féminin. Quand on fait circuler les femmes dans le champ pendant ces règles, comme vous l'avez dit Mélanie, ces femmes, on le fait avec une intention d'éradiquer, avec cette croyance de vouloir éradiquer les parasites et tout ça, mais il y a aussi, on sait que quand la femme a ses règles, a ses menstrues, on sait qu'elle est en pleine période de créativité aussi. Elle est en pleine période de... C'est la nature créative qui est en pleine action, qui est en plein... En plein mouvement, et donc il y a cette ambiguïté en fait et cet antagonisme de on le veut mais on le rejette. Moi c'est vraiment exactement ça. Voilà, donc je suis contente que vous soyez d'accord avec moi, Mélanie. On veut ça, on veut utiliser tous ces bénéfices, voir toute cette femme, tout ce mystère, toute cette créativité, ce réceptacle, on le veut. Pourquoi ? Parce qu'il est fécondité, il est ceci, il est cela, mais en même temps on le rejette parce que on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le maîtriser, et c'est le domaine des émotions. On le dit d'ailleurs, vous l'avez dit, Mélanie, au moment où on se moquait un petit peu de vous, elle est pas bien parce qu'elle a ses règles, et ça on l'entend partout, quelles que soient les cultures, quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve. Oui, elle a ses ragnagnas, elle a ses règles. Attention, elle est très émotionnellement instable quand elle a ça. Il faut laisser passer, il faut pas trop l'embêter. Elle est hypersensible, elle est susceptible, et tous ces stéréotypes et tous ces étiquettes en fait que l'on pose sur et donc dans la transmission, et c'est ça, il est là notre travail à nous, dans la transmission à nos jeunes filles, il va falloir nettoyer tout ça, si vous me permettez l'expression, et de le transmettre de la manière la plus simple et la plus naturelle aussi. Alors comment on établit justement ce dialogue et comment on élabore cette transmission ? Alors déjà exactement, je sais pas qui j'ai parlé du coup, c'était Karima ou c'était quelqu'un d'autre ? C'est Karima, c'est moi qui parlais. Ok, d'accord. Allez-y, comme le disait Karima, en fait, ce qui est intéressant, c'est de revenir à quelque chose de très simple et de déjà, dans un premier temps, très descriptif, sans aller dans l'analyse historique, etc., mais juste d'être dans la description. Alors, moi, personnellement, en fait, je pense que le fait déjà de ne pas chercher à cacher ces équipements menstruels, c'est déjà une façon d'entrer en lien sur le sujet. C'est-à-dire que forcément, quand une mère roule sa serviette, puis la remet dans l'emballage, puis enroule de papier toilette autour pour le mettre dans la poubelle, déjà il y a cette volonté de cacher, de dissimuler, que ce soit pas vu. Pour moi, déjà, le tabou, il se construit autour du fait qu'on ne voit pas... moi, personnellement, je connais beaucoup de femmes en fait qui se cachent. Alors l'idée c'est pas d'aller dans l'exhibition de notre sang menstruel, mais déjà si en fait on n'est pas particulièrement attentive à dissimuler quand on a ses règles, déjà je pense que ça peut créer un lien. Moi quand je vois mes enfants ou mon petit quand il était tout petit, qui venait aux toilettes, qui me dit c'est quoi ça, t'as quoi, parce qu'il ouvre la porte pendant qu'on est aux toilettes parce qu'ils sont petits, mais d'être vraiment dans l'explication la plus simple en fait de ce que c'est, que voilà. Donc déjà je pense que à partir du moment où on n'essaie pas de absolument cacher quelque chose, déjà le tabou ne peut pas exister, le dialogue peut s'ouvrir de ce côté-là.
Ensuite, pour créer le lien, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça doit passer par la mère ou la tante ou la grande sœur, etc. C'est-à-dire que pour les générations qui arrivent, pour nos filles, d'être déjà dans l'explication, tiens, là je vais être dans ma phase alors de saignement, parce que c'est vrai quand même les mots qu'on utilise, je vais être dans ma phase de saignement, je vais être un petit peu fatiguée, donc je risque d'être un peu moins disponible pour vous. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où la femme, elle explique et qu'elle a conscience de son cycle et que c'est un outil, à partir du moment où c'est utilisé comme un outil, à des fins constructives, sa fille aura le même processus et la même conscience. Moi, je le vois avec ma fille. Bon, après, même si j'essaye de pas avoir non plus trop d'influence et de pas, projeter mes propres désirs de comment j'aimerais qu'elle vive son cycle. Mais en tout cas, je vois très bien que quand elle a ses règles, elle écrit dans son carnet, elle prend du temps pour elle est un peu plus fatiguée, ses humeurs changent. Mais aussi, si ses humeurs, elles changent, ce qui est important et ce qui est intéressant, qui est pas mal justement expliqué dans les cultures amérindiennes du Canada, c'est qu'en fait, une femme qui a ses humeurs qui changent avant ses menstruations, c'est aussi une façon de venir révéler quelque chose qui ne va pas au sein de la communication, au sein de la famille, au sein des amis, etc. Donc quand on en est à quelques jours avant les règles, à plus rien ne va plus, ça va pas, et je suis pas bien, et un tel, on est en phase de destruction. En fait, c'est décuplé à l'intérieur de nous, mais en fait, c'est juste pour venir pointer des choses qui ont besoin de changer. Donc, c'est vrai que souvent, c'est pas forcément bien accueilli, mais juste d'être pour soi-même capable de remarquer, tiens, là, je suis sensible là-dessus, tiens, je suis sensible là-dessus, peut-être qu'il y a des choses à changer. Et voilà, pour moi, en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, la transmission, ça passe par le fait déjà de le faire pour soi avant de le faire directement avec sa fille. Et c'est la meilleure façon de partager, c'est d'être l'exemple plutôt que de parler, de pas faire pour soi, et d'être là pour inspirer son enfant, mais sans imposer quoi que ce soit. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre conscience de son cycle ? Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le cycle, il est... En fait, en gros, c'est très négatif comme terme, mais une femme, on peut dire qu'une femme est lunatique. Et mais moi, je suis complètement OK d'être lunatique, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu comme 4 femmes dans un mois. Pendant les menstruations, on est un peu dans une phase d'hibernation. Voilà, moi, j'ai utilisé les saisons pour représenter ça. C'est un peu comme l'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une phase où on a besoin de rentrer à l'intérieur, comme le ferait une tortue, d'aller se recentrer sur soi-même, sur ses besoins, comme si on rentrait un peu dans une grotte. Quand les menstruations se terminent, on est un peu comme la nouvelle pousse du printemps. Et là, on est dans la phase, donc c'est la 2e semaine, on est dans la phase printemps, on commence à reprendre un peu les choses qu'on avait laissées de côté pendant qu'on était en phase de saignement. On a envie en fait de ressortir, de refaire un petit peu de sport, etc. Et après, il y a la 3e semaine qui correspond à la semaine d'ovulation. Là, c'est la phase été. Donc là, on est vraiment plus comme on ovule, on est beaucoup plus tourné vers les autres, vers le social, vers la communication. On a envie de sortir, de faire du sport, d'avoir des rapports sexuels. Et là, c'est une phase en fait où justement, on est vraiment dans l'expansion complète. Et puis après, il y a la phase d'automne qui correspond du coup à la 4e semaine. Et là, tel un arbre, on commence à perdre nos feuilles. Et on commence en fait à récolter aussi les fruits de ce qu'on a fait durant le mois. On est beaucoup plus créative. On a envie de nettoyer, comme on fait à l'automne, comme l'arbre qui perd ses feuilles. On a envie de faire le tri. Personnellement, c'est vrai que quelques jours avant mes règles, je jette pas mal de choses. Je trie, etc. Et je trie aussi, pas que d'un point de vue pratique, je trie aussi des choses que j'ai plus envie de voir dans ma vie ou des choses que j'ai envie de voir évoluer. Et j'ai tendance à plus écrire, à avoir des activités beaucoup plus artistiques à cette phase-là. Donc, la question initiale, c'était les phases du cycle, en avoir conscience. Oui, c'est comment en avoir Rien conscience. qu'en ayant voilà, c'est ça. C'est qu'en ayant conscience
que ça évolue et que ça change, et qu'on est 4, on est un peu comme un couteau suisse, on est 4 femmes en une, et en fait d'être ok avec ça, déjà c'est en avoir conscience, de se dire ben voilà, si je suis pas toujours pareille, je suis pas linéaire, et ça je pense que c'est important en fait, sans se juger, on a le droit d'être fatigué, de changer, d'évoluer, d'être plus sportive à un moment, de pas l'être, d'être meilleure en communication à un moment, et enfin voilà, il y a tout qui évolue en tout cas. Nous parlons des premières lunes, les premières règles ce matin avec notre invitée Karima Chadibaou, c'est Mélanie Mello qui publie justement Les premières lunes de ma fille, célébrer ses premières règles et nouer un dialogue libre aux éditions Jouvence. J'ai appris un mot, enfin la signification d'un mot dans votre livre, c'est catimini. Oui, tout à fait, qui veut dire tabou. Moi, en grec, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, en grec, c'est ça. C'est ça. Tabou. Exactement. Ouais. Les règles, c'est catimini. Tout à fait. Quelle est la place des hommes dans cette transmission, justement ? Mais juste avant ça, Philippe, si vous me permettez, Mélanie, si vous permettez, je voudrais juste rajouter, co-construire avec Mélanie sur ce formidable outil de connaissance de soi que sont le cycle, les phases, les différentes phases, les 4 femmes en soi, cette femme multisaison. Et le mot qui, quand vous parlez, je vous écoutais parler, et le mot qui résonnait dans ma tête et dans mon cœur, le mot pudeur. Et pudeur, et souvent on lui donne une fausse définition, en disant qu'il faut cacher. C'est pas la pudibonderie. C'est pas la pudibonderie, exactement. La pudeur, c'est être en intimité avec soi-même. Et c'est ce que j'ai entendu dans ce que disait Mélanie, dans ces différentes phases, et comment transmettre cette intimité avec soi, avec nos filles. On veut leur transmettre cette intimité de connaître son corps, connaître son cycle, connaître tous ses états émotionnels aussi, ce psychisme aussi qui évolue avec. Comment est-ce qu'on lui explique tout ça si nous-mêmes, en tant que mère, en tant que tante, en tant que sœur, en tant que grand-mère, on ne le vit pas pour soi-même déjà. Comment on veut transmettre ça et comment c'est une manière aussi de le sacraliser, de rendre ça sacré, parce que c'est quand même le processus créatif, c'est quand même c'est cette réconciliation en fait avec le féminin en soi. On a parlé au début de l'émission de ce rejet, de dire on le veut mais on le rejette en même temps. De ce que la société nous envoie, de ce que on va parler là de la place des papas, la place des hommes, comment est-ce qu'ils transmettent ça et comment leur faire une place à eux aussi, parce qu'ils sont aussi concernés. Et donc d'être vraiment dans cette intimité avec soi, cette pudeur avec soi-même, de je sais ce qui se passe en moi et dans ma tête et dans mon cœur et dans mon corps, et comment je prends soin de ça, comment franchement je pense que c'est un élan et qu'il faut vraiment éduquer et accompagner nos jeunes filles vers ça. Maintenant, la place des papas, je vous laisse la place, Mélanie. Mais si on est sur l'éducation, vous, Mélanie, vous dites qu'il faudrait enseigner le cycle, et ce, dès le plus jeune âge. Et on parle beaucoup d'éducation le mercredi dans cette émission. Quel serait pour vous l'âge idéal pour en parler ? Alors, pour moi, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus en inspirant dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un calendrier ou une espèce de cycle qu'on colle sur le frigo, et en étant juste dans l'explication, ben voilà, là j'en suis là avec 4 couleurs, j'en parle dans le livre, de créer en fait un cercle, une forme de camembert qu'on découpe en nombre de jours de son cycle, pour montrer à peu près où avec un compas, vous faites votre pour montrer où est-ce qu'on en est exactement. Alors l'idée c'est pas de forcément savoir quand est-ce qu'on est dans l'ovulation, etc., mais plutôt d'avoir la conscience justement des saisons. Et je pense que déjà en montrant ça, c'est un jeu, ça peut se faire assez facilement et être montré à ses filles et même à ses garçons et même à son compagnon aussi. Et après, par contre, pour vraiment aborder la thématique du cycle, souvent autour de moi, les mères que je rencontre, elles commencent à en parler vers 8-9 ans, quand la jeune fille, enfin la petite fille, c'est encore une petite fille, commence à s'intéresser à son corps qui change, voilà. Mais après, c'est très variable. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge, et c'est vraiment par l'exemple qu'on peut aborder le sujet dès le plus jeune âge. Par contre, après, si on l'a jamais fait pour soi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller carrément dans des ateliers. Maintenant, ça se fait
ça se fait. Il y a des après-midi de sensibilisation, il y a des conférences sur les thématiques, il y a des émissions radio. Si on se sent pas capable en fait de le faire pour soi-même ou qu'on ne l'a jamais fait, ce qui peut être intéressant, c'est de passer par une personne tierce ou faire des après-midi. Moi, j'ai une personne qui avait participé, qui avait participé dans le crowdfunding de mon film, que j'avais retrouvé en conférence à Annecy. Elle m'avait dit que suite à ce qu'elle avait lu dans mon livre, ça lui parlait pas d'aller dans des rituels sacrés, mais du coup, elle avait fait une après-midi questions-réponses avec toutes les copines du lycée, du collège de sa fille, popcorn, etc. Elles avaient regardé des vidéos sur Internet et elle l'avait tourné d'une façon très simple, très joyeuse, et je trouve que ça, c'est aussi une bonne façon d'amener le sujet. Et chez elle, c'était pourtant complètement tabou par rapport à ce qu'elle avait vécu. Elle avait très mal vécu. Il fallait surtout pas le dire, etc., etc. Et donc elle avait trouvé en fait les outils médiatiques pour faire la transmission avant d'en reparler. Mais après, je pense que c'est intéressant aussi d'être capable aussi de raconter ce qu'on a vécu, oui. Même si on l'a mal vécu, de lever justement toutes ces barrières transgénérationnelles, de dire voilà, moi, par exemple, quand j'ai eu mes règles, j'ai reçu une claque, parce que ça c'est une tradition qui existe aussi. J'ai reçu une claque quand j'ai eu mes règles. On m'a dit surtout lave tout et cache tout, ne le dis pas à papa ou ne le dis pas à un tel. De dire aussi comment ça a été vécu, si ça a été dur, s'il y a aussi eu des souffrances et des traumas sexuels au sein de la famille. En fait, l'idée, c'est qu'en ouvrant au maximum le dialogue et en étant dans la plus pure vérité de ce qui est, l'enfant, la jeune fille ou le garçon ne se trimballera pas en fait les bagages du passé sur son dos, et au moins ça il créera elle ou il, je parle vraiment pour l'éducation générale, créera en fait son propre chemin, en tout cas en termes de sexualité ou de son chemin d'homme ou son chemin de femme en tout cas. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui créent des tabous, notamment le climat incestueux et l'inceste, qui ont été vraiment cachés pendant très longtemps, et puis surtout qui ont été associés aux premières règles, parce qu'il y a une espèce de croyance aussi pareil sur le lien entre les premiers incestes et les premières règles, et souvent les mamans en fait qui vivent mal leur cycle ou qui ont des problématiques gynécologiques, etc., c'est souvent parce que derrière il y a un passif un peu lourd en fait sur ce qu'il y aurait pu se passer dans la famille. Donc pour moi déjà, lever les tabous de dialogue, lever les tabous par le dialogue en disant réellement tout ce qui s'est passé, les secrets de famille, etc. Donc libérer de ce côté-là, et ensuite être l'exemple pour son enfant, et aussi partager ça avec le papa. Donc pour rebondir sur la question, on peut très bien en collant l'image de coller son cycle sur le frigo. C'est une petite note humoristique, mais c'est intéressant de dire tiens, là j'en suis là, donc là j'ai besoin d'un peu plus de calme. Là j'en suis là, je suis dans une phase où je suis en forme, je me sens disponible pour vous, et peut-être juste de le présenter de façon très simple, en étant capable de dire en fait qu'on ressent là j'ai vraiment besoin d'un moment sans enfant, sans bruit, donc je vais peut-être partir 2 jours ou partir une nuit pour prendre du temps pour moi, ou faire une soirée ou une après-midi sauna, hammam, etc. Et en fait, juste en étant dans la description, et concernant la place du père, déjà si le père il a conscience et connaissance du cycle de sa femme, sans forcément lui demander d'être pleinement actif de ça, mais juste en ayant la connaissance de ce que représente le cycle, je pense que le père sera plus à même d'accueillir comme il se doit, avec respect et compréhension, les règles de sa fille, parce qu'il aura déjà en fait eu ce lien-là avec sa compagne, et forcément il n'aura pas des blagues des blagues à placer sur la puberté, sur t'es de mauvaise humeur, etc. Voilà, après c'est pas que les papas qui font ça, c'est les copains, les copines, tout le monde fait ce genre de vannes, mais en tout cas je pense que le père, en tout cas, il peut avoir une place comme ça,
Mais aussi, pour moi, ce qui est important, c'est aussi que cette place-là, elle soit faite. Parce que ça a été pendant très longtemps, les menstruations, une affaire que de femmes. Et ça, c'est important aussi de laisser l'espace au père d'interroger ce qu'il a envie d'interroger et de pas forcément le juger parce qu'il est maladroit et qu'il sait pas forcément comment fonctionne le cycle. Mais peut-être, pourquoi pas, créer cet espace-là, avoir des discussions à trois, père, mère et la jeune fille, et qu'ils se sentent investis d'une certaine manière dans le cycle. Voilà, je ne sais pas si je suis assez claire. Oui, absolument, Mélanie. Et ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est... Alors, je dis ça parce que je le vois beaucoup dans la culture dans laquelle je baigne et des gens que je rencontre et que je fréquente et qui disent souvent aussi que quand elle a ses règles, elle est malade. Moi, je le dis souvent, je dis non, elle n'est pas malade. Il faut arrêter d'associer la période des règles à la maladie. C'est pas quand on a ses règles, on n'est pas malade. C'est comme la femme enceinte quand elle est enceinte. Elle est malade, grossesse pathologique. Ou non, elle n'est pas malade. Il y a l'intégrer, vraiment le normaliser, c'est-à-dire le normaliser, de dire c'est comme ça. Et c'est pas impur. Et c'est pas impur, elle est pas malade, elle est dans une phase où ses dispositions à être tournées vers les autres, pas pour le moment. Vous dites disposition alors que vous savez que le terme c'est indisposé. Oui, justement. Et on le voit même quand on fait les dispenses de sport pour les enfants, pour les filles, parce qu'elle veut pas, elle est pas bien, elle a pas envie de courir, elle a pas envie de, mais laissez-la en paix quoi. Courir avec une serviette et des tampons, c'est normal que ce soit pas très agréable. Exactement, et tout ça, et comme vous l'avez dit, Mélanie, vous racontez des exemples de traumatisme dans votre livre de gamines qui sont allées à la piscine avec des tampons. Hein. Oui, et ça, c'est terrible. Donc, c'est de vouloir imposer quelque chose sans vouloir intégrer ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Je dis comment sans imposer. Voilà, exactement. Donc, cette femme, elle est comme ça. Acceptez-le. Il y a cette question-là, et vous l'avez dit, ce n'est pas qu'une question de femme. Les règles, c'est comme la contraception, c'est pas qu'une question de femme. On doit la discuter, l'aborder comme étant quelque chose de naturel. Et comment on va fonctionner, comment on va s'organiser, tout simplement, dans le respect de chacun et de sa nature. Bon, Mélanie, on arrive à la fin de cette émission. On aurait pu faire une heure de plus. Alors, on va rappeler le titre de votre livre que Karima vous remonterait à la caméra. Les premières lignes de ma fille, célébrer ses premières règles et nouer un dialogue libre aux éditions Jouvence. C'est un support de dialogue pour les générations. Merci d'avoir été avec nous, Mélanie. Merci, Mélanie. Où c'est qu'on peut trouver votre documentaire, s'il vous plaît ? Il est en cours de tournage, donc c'est pour ça que je vais rentrer en lien avec Karima. Ah, d'accord. Je vais vous envoyer un message sur Insta. Vous regardez, vous avez Instagram ? Oui, j'ai vu ça. Oui, parce que vous êtes une geek, vous, Karima. Non, sur Insta. On se retrouve on est amis sur Insta. Je vais lui envoyer un message. Non, mais je vais regarder un petit peu le compte de Mélanie. En fait, j'ai tourné à La Réunion, j'ai tourné en France. Là, je suis allée 2 fois en Namibie chez les Imba et je vais tourner normalement. Bon, Mélanie, là, on est reparti pour faire une autre émission. On va être coupé par la pub. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo. Et Karima, on vous dit à mercredi. Bonne journée santé sur Beurre FM.